Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai sorti il y a pas très longtemps une première vidéo sur les Jeux Olympiques pour parler un petit peu de l'origine, de l'histoire, de l'évolution avec quelques anecdotes. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout abordé les problématiques et les polémiques que les JO ont rencontrées et je voulais absolument vous en parler parce que je trouve que c'est tout aussi intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo à part entière. Je pense que c'est très cool d'apprendre tout le positif, tout ce que ça a amené de positif et tout ce qui est cool à savoir à ce propos, mais je pense aussi que ça peut être très intéressant d'avoir les côtés un peu plus négatifs, un peu moins rigolos, pour vraiment apprendre un petit peu la face cachée des Jeux Olympiques. Je crois même que ça va être le titre de cette vidéo, incroyable. Pour remettre un petit peu dans le contexte, les Jeux Olympiques existent depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ et s'est arrêté vers le 4e siècle après Jésus-Christ. Les Jeux Olympiques ont repris en 1896 grâce à Pierre de Coubertin qui a vraiment relancé ces Jeux. Les JO se passent donc tous les 4 ans et chaque édition se passe dans un pays différent. Le pays est choisi par rapport aux candidatures et par rapport à 1000 études de cas. J'ai divisé donc cette vidéo en plusieurs chapitres, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui existe si chaque chapitre ne vous intéresse pas de la même manière. Je vais donc essayer d'aller un petit peu sur tous les points, mais bien évidemment, il y a tellement de polémiques. Le script de cette vidéo m'a pris vraiment énormément de temps et donc je vais plutôt en parler de manière synthétique en donnant des exemples, mais bien évidemment par point il y a 1000 exemples possibles et inimaginables. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire s'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, si vous voulez rajouter des informations et tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas la première fois que vous me voyez, parce que c'est très important pour moi, ça m'aide à soutenir mon travail. Le premier chapitre concerne bien évidemment le dopage. Le dopage, c'est quelque chose qui a toujours fait parler, qui a toujours fait entièrement partie des Jeux Olympiques. Le premier cas était celui de Hans Gunnar Liljenwall, qui a été disqualifié après avoir été testé positif à l'alcool. On se demande vraiment ce que l'alcool lui a apporté. Il faut aussi se remettre en contexte, donc comme je l'ai expliqué dans la partie 1, les Jeux Olympiques étaient à la base amateurs, pas du tout professionnels. Et c'est peut-être pour ça que Hans Gunnar était alcoolisé, peut-être que c'était pas vraiment pris au sérieux à cette époque-là, et que le mec il a juste été boire des pintes avec ses potes avant de concourir. Donc je dirais pas que c'est vraiment du dopage, mais c'est en tout cas la première anecdote des Jeux Olympiques par rapport au dopage. Le vrai premier cas assez notable et très fortement médiatisé date de 1988 aux Jeux de Séoul et cette histoire concerne Ben Johnson. C'était un sprinter canadien et il a été déchu de sa médaille d'or parce qu'il a été testé positif aux stéroïdes. Cette histoire a vraiment fait scandale à l'époque. Récemment, il y a eu un énorme scandale aussi aux Jeux de Rio, donc en 2016. La Russie a été exclue à cause d'un système étatique de dopage. Les enquêteurs ont révélé que des responsables russes avaient mis en place un système organisé qui visait à frauder les tests de dopage des athlètes russes donc. Cela incluait donc la manipulation d'échantillons d'urine et la coordination au niveau gouvernemental pour échapper au contrôle anti-doping. Cette affaire a conduit donc à l'exclusion de toutes les équipes russes parce que bien évidemment c'était inacceptable une telle chose, je sais pas si on se rend compte un peu. Les athlètes russes individuels qui ont montré qu'ils étaient propres ont participé mais sous le drapeau olympique et pas du tout sous le drapeau russe. Cette histoire est donc particulièrement choquante, je trouve. J'ai un point plus tard dans la vidéo qui va vous expliquer un petit peu pourquoi il y a tout ce truc de système étatique qui a été mis en place, pourquoi le gouvernement est trempé dans de telles choses. Ça a évidemment aussi un peu remis à zéro l'encadrement de tout ça. Je pense qu'il y a eu vraiment un tournant dans l'histoire des Jeux Olympiques avec cette histoire. Les choses vont vraiment très fortement se renforcer suite à ça. Bien évidemment, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a énormément de cas de dopage. Je vais pas tous vous les expliquer parce que ça demanderait des heures et des heures de vidéo et qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais ici, c'était vraiment 3 points que j'ai voulu choisir. Donc le premier cas de dopage, le deuxième c'était vraiment un cas de premier scandale et le troisième c'est vraiment une histoire super choquante, une organisation qui est beaucoup plus grande et donc je trouve que c'est très choquant. Donc voilà, je voulais vraiment vous expliquer donc ces 3 points-là. Pour rester un petit peu du coup au niveau des athlètes, avant de vous parler des problèmes qui sont selon moi beaucoup plus conséquents, beaucoup plus dangereux et beaucoup plus horribles, je voulais quand même parler de cette différence aussi qu'il y a entre certains athlètes. Alors bien évidemment, tout ça est devenu de plus en plus pro. Je pense qu'il y a aussi globalement une espèce de tension qui est de plus en plus présente, une angoisse, du stress qui est beaucoup présente au niveau des athlètes. Mais c'est clair que c'est un peu, je trouve que c'est un peu comme les stars, les chanteurs, les acteurs, etc. Oui, ils vivent beaucoup de négativité, ils vivent beaucoup de pression, mais je pense que c'est quand même pas les plus à plaindre. Et donc je voulais pas non plus m'éterniser sur ce point-là. Un point qui par contre est beaucoup plus important pour moi parce que
que je suis une femme aussi, c'est la différence de considération entre les hommes et les femmes athlètes. Déjà, premièrement, les femmes sont beaucoup moins médiatisées, beaucoup moins mises en avant, et donc forcément, elles génèrent moins d'argent, et donc forcément, elles sont moins payées aussi dans tout ce qui est sponsoring et tout ça. Faut savoir que les athlètes vivent principalement de sponsoring, et que donc parfois c'est très très compliqué pour eux, pour tout, que ce soit les Jeux Olympiques, mais même dans le monde du sport pro, les hommes sont quand même 1000 fois mieux payés que les femmes, parce que justement, les femmes sont moins mises en avant. Ce qui fait aussi qu'il y a moins d'épreuves, il y a moins de disciplines pour les femmes, ce qui fait qu'amplifier du coup ce cercle de... Elles sont moins mises en avant, elles génèrent moins d'argent, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a 45% de femmes qui participent aux JO. C'est vrai que, donc j'expliquais ça dans la première vidéo, qu'en 1900, il y a eu pour la première fois des femmes qui ont participé aux JO. Il a fallu attendre 1928 pour que ce soit officiellement ouvert quand même à beaucoup plus de femmes. Donc ce qui fait qu'il y a eu des gros progrès par rapport à ça, mais aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de progrès à espérer. Pour vous donner un peu une idée aussi, il faut savoir qu'il y a 20% des athlètes qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc c'est pour vous dire à quel point c'est vrai que ce monde peut être quand même difficile, parce qu'on donne beaucoup de temps, on donne beaucoup d'énergie, la compétition est rude, justement encore plus avec ces problèmes de dopage, et donc effectivement quand parfois on attire moins l'attention et qu'il y a moins de sponsoring, on gagne moins sa vie, et donc ça peut être vraiment aussi extrêmement compliqué. Et donc voilà, je trouvais que c'était quand même un tout petit point à aborder pour quand même qu'on ait conscience un petit peu de la réalité des choses, parce que c'est vrai qu'on voit toujours les plus grands, ceux qui gagnent toujours le plus de prix, et on se dit toujours que ces gens-là sont riches et qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils peuvent reprendre leur retraite à 40 ans, mais c'est vrai que c'est pas la réalité pour tous les athlètes, surtout quand on sait qu'il y a plus de 10 000 participants par édition, ce qui est quand même énorme. Ce point-là est pour moi le plus gros et le plus important et le plus problématique des Jeux Olympiques, l'impact social et économique, que ce soit au niveau local, que ce soit par rapport au pays, que ce soit par rapport aux habitants des pays, aux athlètes, etc., etc. Les Jeux Olympiques ont été affectés par des conflits mondiaux. Les éditions des Jeux ont été annulées pendant les 2 guerres mondiales, donc en 1916, en 1940 et en 1944. Il y a eu aussi la guerre froide qui a quand même impacté énormément les Jeux Olympiques, parce qu'il y avait énormément de tensions entre les nations. Il y a eu énormément de boycotts, de manifestations durant chaque édition. En fait, il y a toujours quelque chose de politique derrière. Ce que je trouve vraiment cool, dans le sens où parfois il y a vraiment des athlètes qui utilisent leur notoriété pour porter un message. Parfois il y a vraiment des groupes de personnes qui n'ont rien à voir avec les athlètes, mais qui manifestent parce que c'est la première fois que tout le monde entier a les yeux rivés sur un pays. Et donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent un peu les Jeux Olympiques pour protester et pour partager des idées et pour manifester activement ou parfois un peu plus pacifiquement. Des controverses ont émergé autour de l'inclusion ou de l'exclusion de pays en raison de problèmes politiques. Des exemples incluent l'exclusion de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid ou l'exclusion de la Russie aux JO de 2016 en raison de dopage. Donc les JO font quand même globalement beaucoup parler quand il s'agit de tout ce qui est politique, vous vous imaginez bien. En fait, c'est un peu la cour de récré de toutes les nations. Les JO, à chaque édition, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont pas là, il y a des gens qui sont exclus, il y a des gens qui boycottent pour 1000 raisons. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, que je peux pas tout vous citer, parce que vous imaginez un peu, depuis 1900, tout ce qui s'est passé à ce niveau-là, aux JO, c'est quand même énormissime. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les JO ont toujours aspiré à quelque chose de relativement positif. La paix, le fair play, les nations qui sont réunies, etc., etc. Mais globalement, il y a toujours eu beaucoup de tensions aussi au niveau politique, à des périodes plus qu'à d'autres, ce qui a pu aussi influencer les Jeux. Et c'est pour cette raison, entre autres, qu'il y a eu des si gros problèmes de système étatique de dopage. Parce qu'en fait, c'est un peu le moment où tout le monde se compare, que c'est pacifique, mais il y a quand même une espèce de « je suis mieux que toi, regarde mes athlètes, regardez mon pays, ma patrie est la meilleure de toutes ». Et donc, chaque pays essaye de mettre en avant ses athlètes, ce qui fait naître ce genre de système étatique de dopage, forcément, parce que ça amplifie simplement la compétition et que chacun veut être le meilleur. C'est aussi un peu pour cette raison que, pour chaque édition, les pays se bousculaient terriblement pour être le pays hôte. C'était pour eux une façon de dire « regardez comment mon pays est beau, venez nous voir », que tous les touristes du monde entier viennent voir un petit peu ce que nous, on a à proposer, comment on va organiser ça, quelle va être la mascotte, quels sont nos athlètes, etc. Donc c'était vraiment une espèce de manière de se mettre en avant. Et pour eux, c'était aussi une façon de dire « voilà, ça va nous coûter beaucoup d'argent, mais il y aura aussi beaucoup de retombées grâce justement à tout cet afflux ». Sauf que c'est plutôt quelque chose qui appartient au passé, parce qu'aujourd'hui, les pays ne se bousculent plus autant pour organiser ces Jeux Olympiques, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait énormément aussi de problèmes économiques et que les retombées n'étaient pas aussi évidentes que ça. Tout d'abord, les coûts pour organiser ces Jeux
olympiques qui bien souvent sont 3 fois plus conséquents que ce qui a été prévu, ce qui est énormément problématique parce que ça peut mettre le pays à mal, ça peut enfoncer le pays avec des grosses dettes, et que c'est clair que si moi il y a des problèmes d'argent dans mon pays et qu'il y a des choses qui sont pas réglées, et que d'un autre côté mon pays organise les JO et met des milliards et des milliards là-dedans, je sais pas effectivement si ça m'enchanterait à ce point-là. Pour vous donner une idée, donc Paris prévoit 6,8 milliards d'euros pour organiser ces Jeux Olympiques, sachant du coup que généralement c'est 3 fois plus. Donc pour vous donner un peu une idée de la quantité d'argent qu'il faut pour organiser les JO. Les projets de construction massifs peuvent parfois entraîner des perturbations économiques locales, des exclusions de résidents et des changements dans la dynamique économique des régions hautes. Je pense notamment à Paris qui a gentiment exclu tous ces SDF et tous les personnes faisant partie des logements sociaux. Ils ont aussi demandé gentiment aux étudiants de partir contre 100 € pour l'été. Je sais pas si on se rend compte un peu de l'absurdité du truc ridicule que c'est. Donc vous imaginez que tout ça n'est pas très bien pris par les Français et Françaises, ce que je peux totalement comprendre. Moi j'habite à Bruxelles et je faisais partie avant de locations estudiantines payées donc par l'État belge. Si on m'avait demandé de partir pour l'été contre 100 balles pour les JO, ça m'aurait vraiment fait chier, clairement. Après les Jeux, de nombreuses infrastructures olympiques peuvent être sous-utilisées. Les stades, les villages olympiques et d'autres installations peuvent devenir des coûts d'entretien considérables sans bénéficier pleinement de la communauté locale et sans même avoir une utilisation quelconque. Les pays essayent très souvent de reconvertir toutes ces infrastructures, mais bien souvent c'est un défi beaucoup trop grand à supporter parce que les infrastructures sont très spécifiques et que parfois elles ne conviennent tout simplement pas pour autre utilisation. Du coup, les installations sont abandonnées, ce qui amplifie le désastre économique. J'ai quelques exemples pour vous. Il y a d'abord donc les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, notamment le complexe olympique de Hellinikon qui est en grande partie à l'abandon. Il y a aussi les JO de 1984 en Bosnie-Herzégovine. Les installations des Jeux d'hiver ont subi des dommages importants pendant la guerre dans les années 1990 et certaines d'entre elles sont aujourd'hui abandonnées. À Pékin, donc en 2008, le stade national, souvent appelé le Nid d'Oiseau, est complètement à l'abandon lui aussi. Le Cube d'eau, donc toujours à Pékin, un autre site emblématique, il a été transformé en parc aquatique, mais son succès commercial a été vraiment mitigé. Comme je vous l'ai dit, souvent les pays hôtes imaginent qu'il va y avoir un afflux de touristes énorme et un énorme boom, ce qui peut effectivement être le cas, mais parfois ça arrive aussi qu'il se soit complètement le néant juste après et que du coup ça laisse aussi beaucoup de nouvelles installations complètement à l'abandon. Il y a aussi des commerces qui voient le jour pour vraiment les JO, pour les touristes, et puis quand ils voient que en fait c'est le néant après, ces commerces sont abandonnés eux aussi, ce qui met donc dans la difficulté beaucoup de locaux. Je pense pas que ça va être le cas pour Paris, parce que Paris c'est quand même une grosse capitale et qu'elle est déjà quand même très consumériste, et je pense pas que ça va être une si grosse différence. Mais je peux prendre par exemple l'exemple du Brésil, qui eux ont eu beaucoup de difficultés financières. Ça a vraiment plongé le pays dans des dettes immenses, et aujourd'hui encore ça se ressent énormément dans leur pays. Pour continuer donc dans les scandales sociaux, j'aimerais vraiment aussi aborder un point qui est abusé selon moi, c'est la condition des travailleurs sur les sites des Jeux Olympiques. Alors il faut comprendre déjà que les JO, c'est des installations, des constructions qui sont faites extrêmement rapidement, et il y a un délai. Il ne peut pas y avoir des retards. Paris 2024, ça commence en juillet. Le monde entier est au courant que ça commence en juillet. Il ne peut pas y avoir un mois de retard, c'est impossible. Ce qui fait que ça met une pression énorme à tout le monde. Le pays, les organisateurs, les travailleurs, enfin vraiment tout le monde est sous pression de fou. Et bien souvent, malheureusement, ils font appel à des travailleurs sans papier, avec des horaires complètement excessifs, qui payent très mal, voire pas dans certains pays. Il y a eu certains pays où ils n'ont même pas payé les travailleurs, et parfois dans des conditions de travail extrêmement dangereuses. Alors je ne sais pas s'il y a déjà eu des morts dans les Jeux Olympiques, pour les Jeux Olympiques. Pour faire une toute petite parenthèse, je sais pas si vous avez suivi un petit peu les constructions pour la Coupe du Monde 2022, il y a eu des morts sur les chantiers parce que les conditions de travail étaient beaucoup trop dangereuses, et je pense que globalement pour n'importe quelle compétition, que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, les JO, etc., quand il y a des constructions qui doivent se faire vite, rapidement, et que c'est aussi gros, il y a des conditions de travail qui sont parfois extrêmement dangereuses. Et quand on vient voir à la télé comment ça se passe, quand on vient sur place, qu'on vient faire la fête, en fait on se rend pas compte qu'on est en train de marcher sur des choses qui sont vraiment très graves, très choquantes, qu'on met sous silence et qu'on cache. Ça a été le cas donc en Chine, vous imaginez bien, donc à Pékin en 2008. Ça a été le cas aux Jeux Olympiques de 2004 en Grèce, en Russie en 2014, à Rio en 2016, et bien évidemment j'en passe énormément. C'était quelques exemples que je vous donne. Malheureusement la France ne fait
pas exception. C'est horrible. Franchement, j'aurais pas cru, mais la France a engagé des travailleurs sans papier qui payent très peu et qui ont vraiment des conditions de travail de merde. Il nous a discriminés ou il nous a exploités même, si on veut dire. Le matin, en venant devant la porte, tu vas voir que tous ceux qui viennent, la plupart, c'est les migrants, c'est des travailleurs sans papier. Oui, il va payer, mais par exemple, tu travailles 2 mois, après il paye 1 mois. C'est comme ça. Si tu travailles toujours, par exemple, je travaille décembre, il ne paye pas les premiers ou les 5, jusqu'à les 20 janvier, 25. Voilà, c'est comme ça. Mais j'accepte parce qu'il connaît mon situation, moi aussi je connais. Il y a des chantiers que je fais, je travaille jusqu'à 20 heures. Si tu dis que tu ne veux pas rester, ils vont te faire des chantages. Ils vont dire soit tu restes, soit tu prends tes affaires. Des gens comme ça, on peut les traiter des criminels. Ils sont capables de tout. Bien évidemment, je devais parler aussi de l'impact environnemental, parce que c'est abusé et qu'il faut qu'on en parle, tout simplement. Donc déjà, premièrement, la construction massive d'infrastructures qui peuvent perturber les environnements dans lesquels ils arrivent. Les jeux nécessitent aussi énormément de ressources, de l'eau, des matériaux, etc., etc. Ce qui a un énorme impact, bien évidemment, également. Alors les jeux génèrent aussi énormément de déchets, que ce soit sur place, mais également dans les villages olympiques, que ce soit aussi pendant la construction et après la construction, et finalement tout autour par rapport aux touristes, à l'afflux des touristes qui vont consommer sur place, mais qui vont également consommer les jours avant, les jours après, bien autour dans la ville. Donc c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus diffus que juste les JO pendant quelques semaines. Et c'est vrai que dans certains pays, la gestion des déchets est vraiment très mal faite, ce qui peut du coup avoir une pollution globale avant et après sur les sites. Et puis bien évidemment, il y a tout ce qui est déplacement, donc parfois pour vous dire, ils construisent même des lignes de métro, donc c'est vraiment énorme comme organisation, c'est pour ça que ça coûte même des milliards et des milliards aux pays hôtes. Mais il y a aussi l'afflux des touristes du monde entier. Imaginez un petit peu tous les athlètes, tous les touristes qui vont venir cette année jusque Paris, c'est juste énorme aussi comme impact. Tout ça fait que globalement, ça a quand même un impact environnemental énorme et vraiment pas dingue. Je vous ai trouvé quelques exemples pour voir concrètement comment ça se passe, mais encore une fois, je le répète à chaque édition, il y a encore 1000 choses, 1000 impacts différents et ce serait juste impossible de tout vous citer, de tout vous montrer, de tout vous expliquer. Donc en 2016, pour les Jeux Olympiques de Rio, les constructions des installations olympiques a entraîné la déforestation de vastes zones, notamment la forêt de Camboata. Des zones protégées ont été touchées, contribuant à la perte d'habitat naturel. Tout ça donc pour des Jeux Olympiques. En 2008, donc à Pékin, ils ont utilisé une quantité d'acier astronomique pour ce fameux nid d'oiseau. Donc ça aussi, ça a été extrêmement choquant de voir cette quantité de ressources utilisées juste pour une édition des Jeux Olympiques. En 2014, les Jeux de Sochi ont été critiqués par l'impact sur la biodiversité, en particulier la destruction d'habitats humides et la perturbation des espèces locales dont certaines étaient endémiques. Endémique, ça veut dire que c'est vraiment des espèces qui sont propres au territoire et qu'on ne peut pas retrouver ailleurs dans le monde. Donc ça dépend vraiment de l'environnement, de la position géographique, du climat, etc., etc., et que c'est des écosystèmes qui sont extrêmement fragiles. Et donc si on détruit ça, on peut pas le retrouver ailleurs. Encore une fois, juste pour des Jeux Olympiques. En 2020, donc les Jeux de Tokyo ont été repoussés à cause du Covid à 2021, et donc vous imaginez bien aussi, il y a eu beaucoup d'organisations pour réorganiser tout ça, ce qui a évidemment chamboulé toute l'organisation, et donc il y a eu beaucoup plus de transport de prévu, et donc ça a aussi augmenté drastiquement l'impact sur cette édition-là qui a été un petit peu doublée finalement. Donc voilà, c'est quelques exemples pour vraiment mettre le doigt sur la gestion de certaines mauvaises choses, et même si c'était mieux géré, ça aurait quand même un impact environnemental assez fou, parce que c'est mondial, qu'il y a un afflux de personnes énorme, et que comme je vous ai déjà dit, c'est un peu la course à quel pays hôte sera le plus spectaculaire, et donc chaque année, tous les 4 ans, à chaque édition, c'est encore plus grand, encore plus spectaculaire, et donc c'est vraiment la course aussi à qui sera le pire organisateur en termes d'impact environnemental finalement. Les Jeux Olympiques sont donc extrêmement positifs, ils apportent beaucoup de gloire, beaucoup de solidarité, beaucoup d'espoir, beaucoup de motivation, mais elles sont malheureusement confrontées à des enjeux qui sont beaucoup plus complexes. Je pense que c'est très important d'en parler aujourd'hui et d'en débattre et d'ouvrir le débat, parce que clairement, si on veut évoluer vers un monde meilleur, la première chose, c'est de s'informer et de conscientiser tout ça. Je sais en tout cas que la Coupe du Monde de 2020 au Qatar a suscité énormément de polémiques justement pour ces morts sur les chantiers de construction, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont boycott, qui n'ont pas été. D'ailleurs, ça a été énormément
reprocher à Macron d'aller jusque-là juste pour un match, connaissant tout ce qui s'est passé derrière. Et en fait, je pense que globalement, c'est la même chose pour les Jeux Olympiques. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut boycotter les Jeux Olympiques, parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça, et qu'on connaît pas tout, et que moi, là, clairement, je vous ai dit un dixième du quart de ce qui existe vraiment. Mais je pense que c'est déjà bien d'en prendre conscience et de pas être aveuglé et de pas kiffer comme ça en fermant les yeux sans se rendre compte de tout l'envers du décor. Parce que je pense aussi que le fait d'en parler remontera forcément aux organisateurs et à un moment donné, les pays hôtes ne pourront plus ignorer tous ces problèmes. Je pense notamment aux travailleurs qui sont pas payés ou sous-payés. Si les pays hôtes ont une pression par rapport à ça, ça va forcément réduire ce problème. Alors peut-être que je suis à côté de la plaque et que je suis complètement naïf par rapport à ça, mais j'ai l'impression quand même que si, et que ça ne peut que être positif d'en parler autour de soi et que les gens soient au courant de ce qui se passe et que tout le monde conscientise vraiment ce qu'il y a derrière et à la limite leur donner une lumière et leur donner la parole à tous ces gens qui sont victimes au final des JO. Je vous ai fait aussi une vidéo sur les transgenres dans le sport pro, donc ça rajoute une problématique aux JO. J'en ai pas parlé ici parce que j'en ai fait une vidéo, d'ailleurs je vous le mets dans le petit i si vous êtes intéressé. Mais donc c'est pour vous dire qu'il y a énormément d'autres problématiques qui existent aux Jeux Olympiques et que en vrai je pourrais en parler des heures et des heures, et en tout cas je pourrais rajouter cette problématique des transgenres dans le sport pro. Avec cette vidéo je voulais vraiment vous donner une idée globale de ce qui se passe et vous faire un peu le point de plein de problématiques qui existent, mais bien évidemment encore une fois il en existe beaucoup plus et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder et de manière beaucoup plus approfondie. Mais moi ici le but c'était vraiment de vous résumer un petit peu tout ça, peut-être avoir une première information par rapport aux coulisses des JO. Donc voilà, je ne suis pas la même Lola que le début parce que j'ai eu un problème de vidéo et que j'ai perdu les 5 dernières minutes de ma vidéo, donc c'est pour ça que j'ai dû retourner cette partie-là. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, n'hésitez pas à passer en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao.